aimez DevApps. Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Bien, écoutez, bonjour, bienvenue à tout le monde, bienvenue pour ce 7e épisode de notre 6e saison des Meetup DevApps. Aujourd'hui, deux petites parties. Une première partie concernant les actualités, et puis la deuxième, on aura notre Yoda préféré qui va nous faire une présentation de statique. Donc, on verra ça juste après. Donc, concernant les actualités, moi, j'en avais juste deux. Une première, nous avons notre cher Miguel de Icaza qui quitte Microsoft. Donc, c'est le papa de Mono et de Xamarin qui avait créé ça en parallèle au moment du lancement de .NET. Donc, il avait créé une implémentation de la CLR pour le système Linux, et donc qui avait rejoint Microsoft enfin en 2016 et qui est parti là, vers de nouvelles aventures, a priori dans une nouvelle start-up. Il va d'abord s'occuper de ses enfants, puis après il va voir ce qu'il va faire, parce je pense qu'il a mis un petit peu d'argent de côté. Donc voilà, bon, tout ça dans l'optique de MAUI qui essaye de concurrencer des nouveaux produits comme Flutter qui ont de plus en plus d'importance du côté des développeurs. Donc, je ne sais pas vous ce que vous pensez de l'avenir de MAUI. Bon, personnellement, pour ma part, en ce qui me concerne, je suis un peu suspect, quoi. Bah, en tout cas, on voit que c'est la fin de Xamarin, avec son départ. Non? Tu crois pas? Je sais pas. Je avouerai que je ne m'occupe pas vraiment de ce genre de choses, quoi. Puis la deuxième chose, ça c'est Damien, mais il est pas là. Donc il y a eu une mise à jour de .NET 6. Donc maintenant on est en .NET 6.0.3. On a .NET 5 qui passe en 5.0.15 et il y a une mise à jour de .NET 3.1 également. Bon, c'est a priori uniquement des patchs de sécurité qui ont été mis en place, quoi. Je sais pas si vous aviez d'autres remarques concernant les actualités pour cette semaine. Non? De ce que je sais, j'en ai une. Vas-y. Je retrouve pas le lien, mais a priori, Microsoft a ouvert un peu plus son programme Founders pour les petites, pour l'innovation. Donc des nouvelles entreprises, etc., qui se créent, etc. Ils peuvent, du coup, il y a moins de conditions et ils peuvent, j'imagine, sous réserve de validation, participer au programme, ce qui offrirait jusqu'à à peu près $100 000 de crédit sur Azure pour développer leur application. D'accord. Et la communication est très drôle parce qu'elle tombe en parallèle au moment où AWS annonce qu'ils réduisent la voilure justement pour les organismes à but non lucratif. C'est dingue! Il y a sûrement une petite relation de cause à effet, ouais. C'est les vases communicants, là. Ouais. Bien. Écoutez, Une petite news encore. ouais, Charles, vas-y. la dernière ERP5 de Rider vient enfin avec la partie possibilité d'hoster le serveur sur une machine à distance et de pouvoir développer sur sa machine, qui pourrait être un truc pas puissant du tout, hein, puisque toute la partie traitement et tout ça se fait sur le serveur, qui est une des premières étapes, donc qui sera dispo dans la prochaine version, mais qui est une des premières étapes sur une des fonctionnalités qui est vraiment intéressante, qui s'appelle Code with Me, qui va permettre de faire du pair programming sans partager les écrans et avec tout l'environnement disponible. Donc c'est une première étape, ce ne sera pas disponible Code with Me dans la prochaine version, mais dans une version après, mais la partie serveur sera disponible. Donc ça c'est pas mal. Ça montre un peu le futur du développement avec ce qu'on a vu déjà avec GitHub Codespace ou ce genre de choses. Ok. Vous aviez d'autres news? Non, rien de spécial. Bon, écoutez, Laurent, puisque tu avais la parole, je te la laisse. Ok, bon, ben,
Bonjour à tout le monde, encore une fois. Donc aujourd'hui, on va parler de Static, qui est un projet .NET qui est plutôt une plateforme pour générer des sites statiques. Donc on va voir un peu plus en détail ce que ça veut dire. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour générer des sites statiques? Qu'est-ce que c'est déjà un site statique? Donc c'est un serveur qui va délivrer du HTML, du CSS et du JavaScript qui seront déjà, on va dire, préassemblés. Donc c'est un bête serveur web qui est capable de, comme dans le vieux temps, enfin dans le début du web, qui va servir un fichier statique HTML, CSS et JavaScript. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est une solution qui est très simple, qui demande très peu de ressources et qui est rapide parce qu'il n'y a pas de connexion à une base de données, il n'y a pas de logique à faire tourner côté serveur. Donc c'est quelque chose qui est relativement rapide. C'est aussi quand même relativement flexible parce qu'aujourd'hui, avec JavaScript, on peut faire quand même beaucoup de choses côté client et s'interfacer avec des sites distants. En Blazor. En Blazor, ouais, par exemple. On peut monter en charge parce que justement, c'est juste du HTML, du CSS et du JavaScript. Donc, il y a une grosse montée en charge qui est possible puisqu'il n'y a pas trop de processing. C'est juste des fichiers qui sont délivrés. Au niveau sécurité, comme il n'y a pas de code qui te code côté serveur, on est relativement sécurisé. Donc, de ce côté-là, c'est quelque chose qui est intéressant pour certains cas, bien sûr. Et bien entendu, puisqu'il n'y a pas trop de processing côté serveur, à part charger des fichiers en mémoire et les envoyer au browser, c'est un coût de revient qui est relativement faible. Donc, pourquoi j'ai décidé de bouger de ce que j'utilise aujourd'hui vers statique? Tout simplement parce que j'utilise une solution qui s'appelle Exo, qui est en JavaScript, qui m'a bien servi jusqu'à maintenant. Après, je ne suis pas un expert en JavaScript, je ne suis pas un expert en Node.js, et à chaque fois que je devais faire des changements ou que je voulais customiser des choses, même si j'ai pris du temps pour un peu apprendre, je n'ai pas eu assez de temps pour assez apprendre et pour passer à travers toutes les différentes peines que j'ai pu avoir. À chaque fois, je voulais mettre à jour un composant ou mettre à jour le Exo lui-même ou ses dépendances comme le thème, etc. C'était à chaque fois une énorme peine et une énorme frustration à chaque fois. Donc, toutes ces mises à jour-là ont été vraiment difficiles pour moi et elles ont pris beaucoup de temps. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller sur Static, parce que Static, en fait, c'est, comme j'ai dit en introduction, c'est une solution .NET, donc un endroit qui m'est un peu plus connu, on va dire. Quand j'aurai fini de porter toute cette solution-là sur quelque chose qui ressemble à ce que j'ai aujourd'hui en production sur laurentcampé.com, je rendrai tout ce travail open source. Il a été basé sur d'autres travaux comme un thème d'un Français aussi, Louis. Je vais montrer ça un peu plus tard. Mais d'abord, donc, qu'est-ce que c'est plus en détail Static? Static, c'est vraiment un outil pour créer, enfin, une plateforme pour créer des générateurs de sites statiques. D'accord? Et il est développé en 3 parties. Une partie fondation qui s'appelle Static Framework, où en fait, on va pouvoir créer différents outils pour générer des sites statiques. 2 qui viennent à l'esprit sont la possibilité de construire un site web, comme un blog, dans mon cas, ou ce qui est très intéressant aussi, c'est de créer des docs. Donc pour ça, en fait, Static s'appuie sur le Static Framework, qui est la fondation, et dessus construit deux outils qui sont Static Web et Static Doc. D'accord? Donc dans mon cas, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on va utiliser Static Web. Static Doc est encore bien en développement. Ils ont fait quelques releases. Mais je crois qu'on peut voir la doc de Static elle-même est faite avec Static Docs. Une chose à noter, c'est que le site de la .NET Foundation est fait avec Static, par exemple.
Donc, si vous cherchez sur GitHub, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelques sites qui sont faits avec statique déjà, qui vient d'un framework qui a été fait par le même auteur qui s'appelait Viam avant, et puis donc qui l'a progressivement laissé tomber et il a commencé à créer statique, mais il y a quand même un pont pour migrer de l'un à l'autre. Donc il y a un historique pour l'auteur de statique dans ce domaine-là. Donc static web, qu'est-ce que c'est? Donc comme j'ai dit, il y a le static framework, la base, et le static web, en fait, il va nous rajouter sur la fondation plein de possibilités. Des possibilités de gérer de la donnée en format YAML ou JSON, mais bien sûr, comme c'est une application .NET, je vais pouvoir aller récupérer ma donnée sur une base de données, sur un web service si je veux, sur un autre format. Là, pour l'instant, c'est dans ce cas-là, de base, sans l'étendre, j'ai accès à YAML et JSON. Au niveau templating, parce que l'idée, c'est de prendre de la donnée et de la transformer en format HTML. Donc, un système de templating, c'est quelque chose qui est très pratique pour faire ce genre de choses. Donc, pour ce faire, la partie static web, elle comprend le Markdown, le Razor, que normalement les développeurs .NET connaissent bien, Handlebars et HTML aussi. Donc moi, dans mon cas, j'ai utilisé, pour la donnée, j'ai utilisé du YAML, pour quelques configurations, etc. On verra ça après. Et j'ai utilisé du Markdown et du Razor. Ça, on verra aussi après. La partie aussi intéressante. Tu as une question? Ouais, Handlebars, je ne connais pas du tout. C'est quoi ça? Handlebars, il me semble que c'est un templating engine qui vient du monde JavaScript, si je ne me trompe pas. D'accord. Ouais. Après, quand on a de la donnée, qu'on la transforme en HTML, on veut la publier quelque part. Donc, on veut déployer notre site web. Et donc, Static Web aussi vient avec une série d'outils qui va vous permettre de déployer votre application sur Netlify, Azure App Service pour l'instant et GitHub Pages. Donc, moi je ne suis pas encore là parce que je suis encore en train de développer et de migrer tout mon contenu. Mais pour l'instant, je suis sur mon site. Mon site est sur GitHub Page, la version Node.js. Quelque chose peut-être que Gérald pourra me convaincre de changer. On a déjà commencé un peu à discuter, mais à voir. Donc, comment ça marche statique? Comme je l'ai commencé un peu à expliquer, on a des sources de données qui sont à gauche. J'imagine que vous voyez ma souris quand elle bouge. Donc, les fichiers, on a des fichiers d'entrée, on peut accéder à de la base de données, des services. Dans mon cas, moi, j'ai des fichiers pour l'instant. Je n'ai pas fait d'intégration de base de données ou de services parce que je n'en ai pas besoin. Et donc, toutes ces données-là sont projetées sur un concept qui est un document. Et un document, il contient du contenu, mais il contient aussi de la métadonnée. D'accord? Et donc, l'idée de statique, du framework, c'est de pouvoir composer et Web, en fait, vient avec un pipeline de traitement de données prédéfini. Donc, quelque chose que vous allez utiliser parce qu'il est déjà là en place et ça va vous faire gagner du temps. Vous allez pouvoir prendre du Markdown, du Razor, etc., du YAML, du JSON. Si vous devez l'étendre, vous pouvez l'étendre. Ou alors, si vous voulez vraiment aller from scratch, vous pouvez utiliser le framework et construire vos pipelines de traitement de données comme vous voulez. Et donc, l'idée de statique, c'est vraiment, j'ai une donnée, je la représente sous forme d'un document qui est du contenu et de la métadonnée. Je la passe à travers des moulinettes. Je peux combiner la sortie de différentes moulinettes vers un document et à la fin, je génère un fichier. D'accord? Donc, c'est relativement bête. On peut penser à des discussions qu'on a déjà eues il y a quelques présentations où en fait, finalement, c'est un workflow, quoi. J'ai de la donnée qui rentre, j'ai un pipeline d'exécution et j'ai de la donnée en sortie. Donc, en fait, même si c'est prévu pour créer des sites statiques, ça peut être utilisé pour faire d'autres choses. Donc là, à vous d'être créatif. Mais pour l'instant, c'est static web et static doc. Mais c'est vrai que ça pourrait être utilisé pour vraiment faire autre chose.
Donc, on va voir un peu comment ça marche. Donc, cette fois-ci, donc, Petite question. vas-y. Quand c'est pour un blog, on considère que c'est non commercial? Ça dépend. Ça dépend, je pense. Pour toi, Ça par dépend. exemple, Pour moi, c'est gratuit, je veux dire, en fait. En gros, la question était un peu masquée, ouais. mais tu es en mode gratuit? Écoute, pour l'instant, je suis en mode gratuit, mais franchement, je pense que je vais prendre une licence quand même et je vais supporter le gars qui développe ça parce que c'est un truc que je vais utiliser, quoi. Donc, effectivement, il faut voir l'aspect licence. C'est un peu barbare à comprendre, mais bon, ça coûte quasiment rien. Donc, ou même quand tu gagnes pas de l'argent avec ton blog, bah, tu peux l'utiliser même gratuitement. Mais moi, je pense vraiment payer à la fin pour ce Ouais. truc parce que c'est vraiment bien fait, quoi. Ok. Donc ça, c'est le Exo. C'était juste pour montrer vite avant la démo de quoi je suis parti. Et donc moi, en fait, ce que j'ai avec Exo, ce que j'avais, c'est ce thème qui est fait par lui, qui est une extension enfin, qui est un thème pour Exo et qui vient avec plusieurs fonctionnalités que j'utilise dans mon blog. Donc mon blog, pour ceux qui l'ont jamais vu, bon, c'est un blog normal, quoi. Et tout ça, c'est fait en Node.js et ça génère du HTML. Et donc, on va voir en fait pendant la démo. Normalement, les fontes sont assez grandes cette fois-ci. Est-ce que vous voyez correctement? Non, mais il est bientôt parti, Denis, donc c'est pas la peine d'avoir des trucs D'accord. monstrueux. Non, D'accord. je regarde et ça va. Ils sont D'accord. deux, ça y est. OK. Maintenant, tu Donc, peux faire Windows Plus pour zoomer. oui, je peux faire Windows+. Si vraiment tu en as besoin, je peux. Non, 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 j'en ai pas besoin. Je OK, m'en vais. ça marche. Ça marche. OK, donc comme j'ai dit, c'est un pipeline de transformation de données. Donc, en données d'entrée, donc ce que j'ai, c'est un input. J'ai des fichiers. On va voir ça un peu plus en détail. J'ai un thème. Ça, on va aussi voir un peu plus en détail. C'est là qu'on va retrouver en fait toutes mes Razor pages, certaines métadonnées que je vais associer à certains fichiers. Et j'ai quelques helpers ou un peu de code que j'ai écrit qui vont me faciliter la vie. Par exemple, comme on travaille avec de la métadonnée qui est lue dans certains fichiers, elle est pas fortement typée, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de rendre cette métadonnée fortement typée pour pouvoir l'utiliser dans mes Razor Pages de façon plus simple, avec au lieu d'aller chercher dans des documents avec des strings magiques, etc., je vais avoir vraiment un objet et du code qui est bien plus facile à lire. Donc ça, on va voir un peu plus en détail. Donc, mon choix, ça a été d'avoir ce qui est input en Markdown. Donc ça, c'est un standard dans le blog, au niveau des blogs, qui quand vous utilisez GitHub ou même beaucoup d'outils de code statique, enfin de sites statiques utilisent cette notation-là. Donc en fait, c'est une façon d'écrire du contenu. Par exemple, au lieu d'avoir, je ne sais même plus ce que c'est, le tag B en HTML, là c'est étoile étoile pour mettre en bold, en gras. Donc là, on voit une espèce de preview de mon site, enfin de ma page About. Dans ce Markdown, on voit qu'il y a du contenu. Il y a aussi ce qu'on appelle Une sorte de header. Ouais, c'est une sorte de header, mais c'est un nom. Ah, il m'échappe pour l'instant, mais c'est pas grave. Mais ce header, en fait, C'est Front Matter. Front Matter. Merci, Gérald. Front Matter qui va nous permettre de définir de la métadonnée comme du layout, un titre par exemple, ou un lien. Et donc cette métadonnée, quand Static va faire le processing de mes fichiers, c'est des choses auxquelles j'aurai accès dans mon code, par exemple, pour faire mon rendering. En plus, je l'ai dans mes notes juste devant moi, Front Matter. Mais bon.
Donc, comme j'ai dit, il y a du code que j'ai écrit pour me faciliter la vie, mais à la fin, il n'y a vraiment pas grand-chose. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, en fait, ce qu'on va générer, tout n'est pas nécessaire ici. C'est encore un truc que j'apprends, mais en fait, ce qu'on va faire quand on crée avec Static Web, c'est on va générer une solution C# console et on va lui rajouter une dépendance sur Static Web. Et en fait, ça va nous permettre de construire comme ça ce pipeline. Donc là, en fait, c'est du C# 10, j'ai plus de main méthode, etc., mais c'est mon point d'entrée dans mon application, qui est mon programme CS, qui va créer ce build pipeline. On voit que je peux lui passer de la configuration. Les shortcodes, c'est un truc qu'on va voir un peu plus tard, mais en fait, on peut en parler. En fait, une des idées des shortcodes, c'est justement d'avoir des espèces de snippets de code comme ça, où on va dire, bah, tiens, j'ai un shortcode image, je peux définir certaines données dessus, comme bah, où est mon image, etc. Et après, ce code-là, quand il va être lu, je vais avoir du code qui va prendre ces informations qui sont dans le shortcode et vont le projeter sur une autre représentation. Donc, dans notre cas, c'est du HTML. Dans la même chose, bah, par exemple, quand on veut montrer du source code dans nos articles. Donc, le programme CS, donc ça, c'est l'idée des shortcuts. Là, on a un autre truc, c'est qu'on peut intervenir dans le pipeline d'exécution, on peut se plugger à droite à gauche pour faire certaines choses. Ici, je n'ai pas trouvé de meilleure méthode que de transformer un fichier d'un nom à un autre pour faire ça pour l'instant. Mais bon, le truc à retenir, c'est une application console normale .NET, on rajoute un NuGet et on a accès au pipeline complet qu'on peut étendre de statique. Peut-être un ou deux trucs que j'ai oubliés. Donc là, en fait, je vais utiliser tous les défauts. Donc, j'utilise vraiment ce que délivre Static Web, tous les défauts de pipeline. Il va marcher, comme je disais, avec Handlebar, avec YAML, avec JSON, etc. Ça, c'est ce que rajoute ce Create Web. Mais je pourrais très bien le redéfinir complètement moi-même. Les shortcodes, on vient d'en parler. Maintenant, l'autre idée, c'est les thèmes. Donc, comme j'ai dit, je crois que je l'ai fermé, mais ouais, je l'ai fermé. Donc, j'ai pris un thème de Exo. Ce Exo, il est fait en JavaScript template. Donc, franchement, c'est un truc, des fois, il y a du code à lire. Pour moi, ça me piquait les yeux. Limite, je saignais des yeux, quoi. Mais vraiment parce que j'ai pas l'habitude. Mais finalement, en fait, quand on prend la logique et quand je veux porter, en fait, ce que je fais, je regarde le code que Exo va générer dans l'application web. Donc, je vais regarder mon blog, le code HTML de mon blog, et je vais regarder le JavaScript et je vais essayer de comprendre à peu près comment le templating marche. Et en fait, c'est tout le travail que j'ai commencé à faire ici, dans Thème, qui est en fait une façon de customiser le rendu de son site web. D'accord ? Donc ça, c'est pas obligatoire. Je pourrais très bien faire tout là-dedans. Mais à la fin, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand j'aurai fait ma migration depuis Exo.js et le thème, c'est de rendre ce thème disponible à la communauté. Alors, je n'ai pas fait un port un à un parce qu'il y a vraiment beaucoup de code, mais au moins dans le format et dans les décisions de ce que j'avais décidé de faire pour avoir le même rendu que ce que j'ai aujourd'hui. Et donc ça, je le rendrai de façon open source. Mais l'idée, en fait, c'est que donc statique, lui, ce qu'il va faire entre ce input et ce thème, c'est comme s'il allait superposer ou merger ces deux répertoires et les traiter de façon comme si c'était qu'un répertoire, d'accord ? Et donc, on va pouvoir avoir des métadonnées ici qui étendent des choses ici. Moi, j'ai vraiment gardé la chose très simple. J'ai que du Markdown, plus quelques images dans mon input folder. Là-bas, on l'a vu, ça c'est les présentations. Donc là, on voit que
en fait, c'est pareil, j'ai ma donnée, ma métadonnée, et en fait, avec ma métadonnée, je vais pouvoir créer un fichier HTML qui représente une présentation. Je les ai organisés d'une certaine façon, par année, etc. Donc ça, c'est le dernier post blog. Puis là, on va pouvoir voir, par exemple, là, j'ai un autre code bloc dans lequel j'ai du code. Et je vais utiliser, en fait, quand je vais faire la projection de ça sur autre chose, je vais utiliser un framework qui s'appelle Prism.js, qui va être capable de prendre ça et me le coloriser correctement. Donc, encore une fois, un shortcode est donc une des façons de rajouter du comportement dans notre donnée. Donc, ici, oui, j'avais mon micro qui était coupé là. Au niveau de l'input, là, l'input, c'est des fichiers statiques aussi. Là. Ouais. Tu peux imaginer d'avoir une base de données avec l'ensemble de tes articles. Tout à fait. Alors, comme le montre, donc moi, en fait, j'ai utilisé que cette fonctionnalité-là, input files. Après, il y a des gens qui ont fait des versions qui utilisent static. Alors, je ne sais plus s'ils ont utilisé Static Framework ou Static Web, mais tu as des CMS headless, ça s'appelle. C'est le CMS qui gère que le contenu. Et je crois qu'il y en a un qui s'appelle Content avec un K, et lui a fait une extension de Static Web ou utilise le Static Framework pour que en fait, ta donnée elle soit cherchée dans leur service et est rendue à travers ce pipeline. Moi, j'ai des fichiers statiques sur mon file system en Markdown avec Front Matter, donc j'utilise que cette partie. Mais je pourrais très bien combiner les deux aussi. Mais ça veut dire que si tu as des articles qui sont par exemple dans une base de données, il faut que tu crées une sorte il faut que tu convertisses entre guillemets ton contenu en quelque chose où il y a le contenu et puis il y a aussi les métadonnées, quoi. Voilà, exactement, c'est ça. Là, il faudrait que j'ai quelque chose qui a un composant à moi, que j'écrive un composant qui va lire mon article ou mon blog post dans la base de données et que je le convertisse en document. D'accord. Moi, je l'ai fait pour un projet. Alors, c'était pas statique, c'était Gatsby. Ouais, je me rappelle. On en a parlé. On en avait parlé Ouais. et ouais, je crois que j'avais fait une présentation, je crois, dessus, je sais plus. Non. Non? Ah mince, on va dire que oui alors, Richard. Non. Non. Et ouais, ça pourrait être intéressant de comparer. Et j'avais tapé une base de données, j'avais tapé dans SAP, puisque nous on avait des données dans SAP et je générais les pages à partir de données de SAP. D'accord. Ouais. Moi, j'aurais dû fermer ma gueule. Bon. Non, c'est bien. Donc, encore une fois, ça c'est ma source de données. Moi, c'est des fichiers en Markdown. Ça peut être une base de données, ça peut être un service, ça peut être en fait tout ce que tu veux, parce qu'à la fin, c'est toi qui gères le pipeline, c'est toi qui gères où il va chercher la donnée. Donc, tu peux l'étendre et lui dire, ben, va chercher ma donnée, je ne sais pas où, dans mon GitHub, quelque part, quoi. Tu vois. Là, moi, j'utilise que vraiment les blocs qui sont fournis avec Static Web, parce que j'ai pas d'autres besoins, quoi, en fait. Donc, le thème, encore une fois, c'est donc, on va voir par exemple, donc ça marche exactement comme marche un site avec du Razor. On voit qu'on a les view import, on voit qu'on a le view start qui définit mon layout. Donc, je vois que j'ai mon layout. On voit que j'ai du C#, que je fais des HTML partial async rendering, etc., etc. Je peux lui passer des documents. Donc ça, c'est effectivement le document, c'est le concept de document de statique. Donc là, on est en terrain un peu connu, quoi. Si on a fait un peu de web, un peu de Razor, on comprend relativement vite, surtout s'il y a de la logique, parce que c'est du C#, quoi. Et donc, en fait, on va voir que donc là, c'est le layout. On va peut-être prendre celui-là qui va nous permettre de naviguer un peu plus. Donc, une des étapes que j'ai utilisées, c'est de redéfinir ma propre page de base
parce que je voulais un peu l'étendre pour avoir de la localisation. Alors ça, j'en aurais pas eu vraiment besoin parce que mon blog, il est que en anglais. Mais bon, je trouve le challenge était un peu intéressant, donc je l'ai un peu étendu comme ça. Et donc là, en fait, ce que mon pipeline fait, c'est qu'il va se retrouver à traiter ces fichiers Razor, et donc il va les compiler, il va les manipuler, et il va devoir en faire quelque chose, quoi. Donc moi, ce qui m'intéresse, comme j'ai dit, c'est pas de travailler avec les documents, qui sont une belle abstraction, mais qui a encore beaucoup de magie. Et donc, ce que je vais utiliser, c'est les transformer en quelque chose qui est bien plus fortement typé que ça. Et donc là, par exemple, dans mon index page, je vais peut-être revenir pour montrer et rendre ça un peu plus dynamique. Donc mon index page, c'est exactement cette page. Je veux récupérer une collection de blog posts. Je veux aller lire certaines métadonnées comme le titre, la date où il a été publié. Je veux lire de la donnée qui est la première partie de mon post qui correspond à ce genre de choses. Donc là, en fait, j'ai ce qui s'appelle le front matter, donc la métadonnée qui est associée à ce document Markdown, mais j'ai aussi cet excerpt qui me permet en fait de définir, OK, j'ai mon contenu, mais dans mon contenu, cette première partie-là, je veux qu'elle soit affichée dans mon index. Après, bien sûr, j'ai besoin de construire un lien sur lequel je peux naviguer pour avoir mon blog post. Ça, si on revient au code. Excuse-moi, est-ce que tu peux définir où tu définis tes métas en fait de tes pages? J'ai pas vu si tu l'as montré. Ouais, alors il y a vraiment plein d'endroits. Je peux définir de la métadonnée en fait partout. D'accord. Je pourrais très bien définir de la métadonnée ici dans le CSHTML. Je crois que je l'ai fait quelque part. Je vais retrouver ça. Mais ici, on voit aussi que j'ai de la métadonnée qui est définie ici. Alors, la naming convention, elle n'est pas terrible parce que les deux fichiers ne sont pas ensemble avec l'underscore. Mais bon, ici, j'ai une métadonnée qui va me servir à construire justement si je reviens sur mon index page. Dans mon index page, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer tous mes blog posts, de les ordonner du dernier dernier publié au plus récent. Je vais aussi définir combien je vais en voir par page pour pouvoir justement aller older, newer, voir combien il y a de pages sur mon blog, etc. Et donc ça, c'est purement, je fais du rendering, mais ça, c'est de la métadonnée. Et donc là, il y a un des concepts qui est super puissant de statique, qu'ils appellent les archives. Donc les archives, en fait, ça va vous permettre de construire justement ce genre de choses. J'ai une collection, je veux dire que ma collection, elle se trouve là dans mes posts. Donc là, je vais avoir accès à travers cet archive à tous les fichiers qui se retrouvent dans mon folder post. Et je vais dire que leur destination, quand ils seront projetés d'état de données en entrée à état de données en sortie HTML, je veux les projeter sur index.html ou alors page getIndex. Donc là, bon, il n'y a pas de colorisation parce que c'est un fichier YAML, mais là, on voit que c'est vraiment du C#. Hein. Ça, c'est vraiment du C#. Et donc, ce que ça fait, c'est que l'archive a cette idée d'index. Et donc, lui, il va lire cette base de données, il va dire ce nombre de fichiers, il va le splitter par 10, et vous allez pouvoir récupérer les index de chaque entrée, de chaque document. Là, je vais pouvoir lui dire que je veux les ordonner de façon descendante, et dans quel ordre je veux récupérer la métadonnée getDateTime, qui est en fait ceci. Donc, ceci, c'est lu en C#, c'est lu avec ça. Et comme je l'ai donné ça en entrée dans ce qui est l'ordering, eh ben, il va me les classer dans le bon ordre, comme je veux. On voit que j'ai 10, etc. Et donc là, en fait, si on voit, là, j'ai
Ça, c'est l'équivalent de lire ce fichier-là. Hein. Ouais. Ça, c'est quand j'ai l'index 1. Je me retrouve ici, ou l'index 0 d'ailleurs. Et si je veux aller sur la page d'après, on va voir que l'URL, en fait, c'est page 2, index.html. C'est l'équivalent. Et ça, en fait, c'est exactement ce que j'ai là. Page, mon index 2, /index.html. Donc, juste avec cette métadonnée, en fait, je suis capable de créer, en fait, mes documents pour faire mon index page. Et après, ça va beaucoup plus loin. Par exemple, ici, je ne vais peut-être pas aller dans ces détails de celle-là, mais parce que c'est un peu plus compliqué. Mais ici, je vais avoir tous mes fichiers, enfin, tous mes blog posts qui sont ordonnés par année ou par mois. Et les grouper de façon... Eh ben ça, je peux le faire avec une archive aussi. Enfin, avec deux, en fait. Et je peux naviguer sur l'année et j'ai que mes blog posts de cette année-là. Donc là, je n'en ai pas fait beaucoup, mais 2021, par exemple, voilà, là, j'ai que mes blog posts. Et ça réutilise le même code que j'ai utilisé pour l'index, parce qu'on ne veut pas recopier les choses. Donc là, ça va lire mes markdowns pour ces fichiers de cette année, mais ça génère d'autres fichiers index.html un peu partout, quoi. Je vais monter. Alors, moi, j'ai une question. Donc, si je comprends bien, tu as tout ton système là, qui permet, à partir de tes entrées et puis, entre guillemets, de ton pipeline de transformation, de générer toutes tes pages. J'allais dire, moi, en tant que développeur, là, je veux voir ce que ça donne. Je suis obligé OK. de faire la compilation de l'ensemble des pages ou Oui. j'ai Oui, quelque alors, chose de plus simple? Non, alors pour l'instant, donc comme c'est une console app, tu runs la console app ou tu la mets même en debug, hein, Ouais. et tu vas te retrouver avec ce genre de sortie où tu vas avoir pas mal d'informations comme où c'est qu'il a lu la donnée, quels sont les différents pipelines qu'il a exécutés, etc. etc. Mhm. Tu as pas mal de données de temps de réaction et tout ça. Et donc là, en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est la première fois que tu le lances, ce qui va se passer, c'est qu'il va convertir toutes tes pages. Et donc là, en fait, si on regarde, moi, elles sont générées dans un truc qui s'appelle output. Et là, en fait, ça, c'est tout ce qui a été généré. Donc l'index HTML, je peux aller voir ce qu'il a été rendu, ce qui a été construit. Mhm. Donc j'ai accès à ça. Mais bien sûr, ce qui est encore plus intéressant, c'est de l'avoir à travers un web browser. Donc là, je suis en localhost, j'ai un web browser et je peux par exemple aller changer du contenu. On va aller là et on va faire ça. Oh, je sauve, on voit que l'exécution est faite et ma page est automatiquement rafraîchie. Donc j'ai vraiment un système où je peux éditer mon contenu, faire le processing et mon browser se refresh. C'est un espèce de hot reload, mais Ouais. pour statique. Et donc Alors, là, ils essayent d'optimiser, en fait, de ne pas avoir à régénérer tout, d'accord? D'être un peu intelligent et de ne pas processer tous les fichiers, quoi. ouais, parce que bon, je ne veux pas te vexer, mais il n'y a pas beaucoup d'articles. Mais non, mais bon, je sais pas, il y a une centaine d'articles, mais si tu imagines une base de connaissances ou ce genre de choses, c'est monstrueux s'il a tout régénéré, quoi. Hein. Tout à fait, tout à fait. Non, mais il y a des systèmes d'optimisation qui vont permettre justement de ne pas faire du rendering de tout. Et un truc aussi à considérer, c'est que ben, imagine que soit tu fais ce travail sur ton serveur qui va charger de la donnée, qui va runner ton C# et tout ça, et après, une fois que tout ça est fait, c'est envoyé en HTML à ton Mhm. client, soit tu le fais upfront. Et Ouais. donc ça, tu as un peu plus de contrôle sur ce que tu veux faire et le temps que ça va prendre, quoi. Parce Ouais, que non, à la ouais, non, parce que moi j'ai un exemple très concret. Là, j'avais travaillé pour Oscaro, puis j'avais travaillé aussi pour
pour des concurrents. Et ces fameux concurrents, ce qu'ils faisaient, c'est que pour générer tout le référentiel des articles, des pièces automobiles, qui se chiffrent en plusieurs millions d'articles, ils généraient chaque nuit l'ensemble des pages HTML et ils les publiaient sur leur site, quoi. Mhm. Donc, ils avaient mis en place le process et donc ça fonctionnait bien, hein, c'était en PHP, enfin, mais c'est le même, je pense que c'est le même principe C'est le même. que Static, quoi. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que bah, au moment où tu veux mettre en place ça et que tu veux débugger, entre guillemets, le rendu, tu peux pas t'amuser à travailler sur l'ensemble des millions d'articles qu'il y a dans ta base de données, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu fasses une sorte de mock de tes inputs pour limiter le Ouais, nombre de données que exactement. tu as à traiter, quoi. Exactement, tu pourrais très bien faire ça, au lieu de, tu vois, par exemple là, bon, maintenant c'est un exemple très concret, mais par exemple ici, au lieu de dire va chercher tous les postes, je pourrais lui dire cherche juste les postes 2022, par exemple, Ouais, si je C'est voulais ce que j'ai réduire le fait, moi. travail, Ce que j'ai par fait. exemple. Plus de 800 postes et Et, truc de et ma boîte. moi, Vas-y, c'est ce que Michel. j'ai fait aussi, hein. Attends, J'ai pas converti tous mes postes là pour l'instant. C'est ce que je fais aussi aujourd'hui, pour l'instant. Mais effectivement, mais comme tu as tout le contrôle de la chaîne de production, tu peux l'adapter à ton utilisation. Tu pourrais très bien avoir un mode debug ou un mode comme ça qui va faire juste un subset et quand tu es rendu avec ça, tu peux le passer en production et il traite toute ta donnée, quoi. Ouais. Par contre, ça a des effets de bord parce que des fois, tes catégories, elles sont pas complètes parce que tu n'as pas tous tes articles, donc ça fait des trucs bizarres. Quand tu n'as pas tout, Ouais. moi j'ai eu ça. Mm. Donc là, pour revenir à la discussion sur la métadonnée, là, en fait, j'ai récupéré des configurations qui viennent du thème qui vient d'Exo. Et par exemple, ce sidebar là, c'est ce qui me permet de générer cette partie-là. Alors, il y a genre quatre parties. Le Home Archive Presentation About qui sont ensemble avec une icône, un texte, etc. La même chose pour GitHub, etc. et tags et RSS. Et donc, tout ça, c'est défini ici avec cette métadonnée. Et cette métadonnée, donc, il suffirait que je change quelque chose pour faire apparaître autre chose. Par exemple, si je voulais avoir j'espère que ça marche le refresh là-dessus, parce que c'est pas un truc que j'ai déjà fait, ça. Enfin, je me rappelle plus, ça fait un moment. Là, j'ai de la traduction. Ça, c'est quelque chose qui va aller chercher de la traduction. Donc, ouais, je vais pas faire cette démo qui n'était pas prévue. Mais en fait, ça me permet de définir avec de la métadonnée ce menu-là. Dans quel ordre c'est. Donc là, un des petits désavantages de statique, c'est que j'ai dû rajouter certaines métadonnées order parce que quand on lit l'YAML, c'est perdu. C'est pas le cas avec l'autre système. Mais on voit que je peux définir le titre, l'icône et tout ça et ses groupes. Donc ça c'est de la métadonnée globale pour le thème. Après, comme on disait, il y a de la métadonnée pour, par exemple, l'index CSHTML qui se retrouve là. Ceci, j'aurais pu le mettre, il faudrait que je retrouve où c'est fait, mais je peux aussi le mettre là, sous cette forme, je crois, si je me rappelle bien. Mais il y a un truc qui me plaît pas, c'est que du coup, Rider ou Visual Studio montre un unexpected token et une erreur. Donc, je préfère aller avec le fichier, mais ça marcherait pareil, en fait. Ça, c'est donc les archives, on en a parlé, la métadonnée. On peut aller voir un truc. Ouais, juste un truc. Alors, comment ça se passe avec. Parce que tu peux avoir quand même de la donnée dynamique dans ton site. Tout à fait. Défini données dynamiques. Alors, je sais pas, moi, sur ton post, sur la page de ton article, imaginons qu'il y ait marqué mettez un commentaire, quoi.
Ok, d'accord. Donc, bien Alors sûr, là, tu triches parce que tu prends Discuss. Bah ouais, mais c'est comme ça que ça marche avec les sites statiques. C'est ce que je disais. Tu as du HTML statique, du CSS statique, tu reçois du JavaScript et tu peux intégrer des composants JavaScript qui vont discuter avec d'autres systèmes. Donc ça, c'est la façon, avec les sites statiques, d'intégrer des choses un peu plus dynamiques. C'est par exemple, si tu voulais avoir un système de paiement, tu pourrais très bien avoir la partie Stripe, par exemple, en JavaScript, qui est intégrée à ton site statique sans problème. Mais tu n'auras jamais l'aspect dynamique sera jamais exécuté par le serveur. Le serveur, il délivre que du HTML et du CSS et du JavaScript. Et tu pourrais créer un code qui crée une page, qui ajoute une page dans ton hébergement, enfin dans ton conteneur. Bonne question. Imaginons que tu souhaites ajouter une page en live, tu n'es pas à ton PC, tu n'es pas recompiler. Je sais pas, hein, je dis des conneries, mais eh ben, tu te crées un formulaire, ça écrit une page. Ça veut dire que ton serveur. Donc, moi, je hoste mon site sur GitHub Pages. Tu ne peux pas avoir d'exécution, d'accord? Donc, je peux avoir que des pages statiques. Donc, je ne peux pas avoir quelque chose qui va créer du contenu parce qu'il faudrait que j'exécute le C# là. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que. Alors, je ne l'ai pas là, mais on va peut-être pas rentrer dans ce détail. Mais en fait, tu peux faire ça sans avoir le système chez toi. Moi, une des approches que j'ai, c'est d'avoir une GitHub Action. Je peux aller sur mon compte GitHub avec n'importe quel browser. J'ai une action, je lui dis Create Page. Et ce Create Page, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste. Alors, ce n'est pas encore porté dans ce système-là, mais dans mon ancien système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va y créer une page directement la committer dans GitHub, dans mon repo. Et mon repo, comme il va détecter qu'il y a une nouvelle page, il va la déployer. Ouais, voilà. Et donc, elle va apparaître sur mon site. Ouais, et donc, super. je n'aurai pas le système sur ma machine, mais j'ai quand même la possibilité de publier quelque chose. Ouais, c'est ce que disait Nicolas avec GitHub Action, quoi. Ouais, c'est ça, on peut. Donc, ça, c'est mon ancien site. Là, on voit que justement, j'ai tout ce flow où je vais publier une page, mais j'ai aussi ce qu'on a. Je ne crée pas un nouveau blog post, mais un draft, parce que je ne veux pas qu'il soit actif tout de suite. Là, je peux venir et puis je peux lui dire, voilà, je veux créer une nouvelle page qui s'appelle, un nouveau blog post qui s'appelle DevOps. Et après, je vais me retrouver avec mon truc qui va être ici, dans Draft. Et donc là, je peux aller ici et éditer mon blog post comme si j'étais sur ma machine. Quand je vais le committer, la GitHub Action, elle va voir que ça a été commité et elle va générer ma page statique. Donc ça, c'est l'idée pour publier quand on n'a pas le code source sur la machine. Ouais, donc l'idée des métadonnées, on en a parlé sur les deux. En fait, on peut rattacher de la métadonnée partout, quoi. Et l'idée, je pense, de l'approche à avoir, c'est justement de dire, comme j'essaie d'expliquer tout avant, c'est de ne pas travailler avec ces documents, mais de porter ces documents sous forme d'objets bien typés. Donc là, j'ai une extension méthode sur le document qui va récupérer, qui fait une moulinette pour projeter en blog post mon document. Et là, ils utilisent, il y a plusieurs fonctionnalités dans Static pour pouvoir faire cette projection. Ici, en fait, c'est juste un wrapper, parce que j'ai mon document, et si on regarde un peu plus en détail, toutes mes propriétés qui sont fortement typées, elles délèguent au document, parce que je ne veux pas avoir dans mon HTML ce genre de choses, quoi. Voilà en gros donc statique. Donc encore une fois, ça permet d'aller de la donnée qui vient du file system, d'un service, d'une base de données, à faire passer à un pipeline de transformation qui considère un document et de la métadonnée, qui peut merger des documents ou même splitter des documents et générer d'autres documents
à la fin, bien sûr, ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est du HTML. Mais on pourrait très bien aussi se dire pourquoi on ne pourrait pas utiliser quelque chose comme ça qui va me lire du source code, qui va le transformer et me le projeter peut-être dans autre chose, dans un autre type de source code ou je sais pas, des idées à la con comme ça. Ouais. Du coup, Donc, oui, vas-y. voilà, juste quelques références. Donc, l'auteur Dave Glick, il y a le site statique, c'est tout est en GitHub, le framework, le web et la doc. Ils ont un static GitHub discussion où on peut poser des questions, c'est assez dynamique, un compte Twitter. J'ai mis aussi un lien sur les pages GitHub Pages, comment hoster. Et il y a un site qui contient en fait tous les générateurs de code de sites statiques qui s'appelle Jamstack Site Generator. C'est intéressant. Voilà. Okay. Je vous remercie. Il y a Alexandre là qui a publié là dans la conversation là, qui avait fait aussi un article là, sur Static. Donc si vous voulez aller voir dans la conversation, et il y a le lien vers ce truc-là. Juste une dernière petite question. Au niveau licence, ça se passe comment? Alors c'est la même question que TOS. Donc la licence. Elle coûte $50 pour une utilisation commerciale en one shoot. Voilà, ouais. C'est annuel en one shot pour une utilisation commerciale. Après, franchement, moi je pense que c'est bien d'encourager le gars et si vous l'utilisez, de partager, même de payer une licence statique, même si c'est pas utilisé en version professionnelle. Alors, il vient juste de changer hier son site, donc je sais plus maintenant où est le truc de la licence. Mais en fait, tout est documenté là. Il a passé son site sur Ikula, il paraît. Il est sur WordPress. Ouais, voilà. Mais la doc est bien faite, mais il faut quand même un peu creuser pour comprendre les concepts. Les concepts ne sont pas tout de suite simples. D'accord. Et il y a du monde derrière ou c'est juste un gars qui... Alors, il y a du monde. Je ne peux pas écorcher son nom. Dans sa tête, quoi. Il y a du monde dans sa tête, oui. Dave Click, il a fait plusieurs vidéos aussi sur YouTube, une où il est interviewé par JetBrains, une par Microsoft, etc., où il présente le truc. Et sinon, non, il y a une petite communauté, il y a quand même d'autres gens qui ont posté, qui ont envoyé des patchs, mais c'est lui qui gère tout le projet et qui a l'initiation. Mais tu vois, par exemple, Static Web, il y a 61 contributeurs. D'accord. Ouais, pour avoir un ordre d'idée, quoi. C'est quand même ce qui est utilisé pour le site de la .NET Foundation. Donc c'est pas non plus. C'est pas non plus le truc qui est tout seul dans son garage non plus. Ouais, exactement. Ok. Bien, écoute, merci Laurent pour cette présentation. Petite remarque à l'attention de Gérald, on n'a pas de comment ça s'appelle, qu'est-ce qu'il avait dit, ouais, dans le Pays Basque, nous, on n'a pas ce genre de chaussures. Bon, Pourtant, j'avais mis la version française du nom en plus. J'aurais pu dire que tu mettais des gougounes, mais je suis les gens n'allaient pas comprendre. On met pas des tongs, nous, dans le Pays Basque. Donc voilà, bon, c'est une petite a priori. Un petit appel pour le prochain podcast, pour le prochain meet-up. Si vous avez des idées pour le prochain meet-up, je suis preneur. J'en ai pas sous le coude. Il y a Christophe qui prépare quelque chose sur les anciens langages de programmation, enfin, ou plutôt comment en développer il y a quelques années, mais bon, il n'est pas prêt pour la semaine prochaine. Donc, non, mais c'est surtout ressortir les émulateurs, en fait. C'est ça qui est le plus chiant, parce que c'est pas juste parler. Mon gars, t'as intérêt à passer une de mes démos Amiga. Ah, si tu veux. Donc, si vous avez des idées, je suis preneur. Il y a également Denis qui a publié notre dernier podcast qu'on a fait sur Twitch lundi dernier. Donc, vous pouvez aller le voir sur le site de DevOps avec Alexis Cogna toujours sur Teams.
Donc voilà, écoutez. Le prochain, il est le 21, il me semble. Ouais. Là, dans 15 jours, même pas, je crois. Ouais, c'est ça. Parce qu'on n'avait pas eu le temps de tout voir. Bien, écoutez, bonne soirée, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Salut tout le monde. Ciao.